Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Marcel Agbessinou et Frédéric Azeglo. On va passer maintenant au Soudan du Sud, où le vice-président Riek Machar a été arrêté. L'escalade vers une nouvelle guerre civile continue. Le 26 mars au soir, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises. Une arrestation qui intervient après des semaines de tensions ponctuées par l'arrestation de certains de ses sympathisants ainsi que des combats autour de la ville de Nassir le 4 mars où un général de l'armée régulière avait été tué par un groupe armé réputé proche de Riek Machar. Un communiqué du mouvement populaire du Soudan en opposition. Le parti de Riek Machar informe que le 26 mars vers 21h45, des hommes lourdement armés conduits par le ministre de la Défense et le chef de la Sécurité nationale, se sont introduits dans la résidence du premier vice-président pour l'arrêter, lui et sa garde rapprochée, qui a été amené vers une autre localisation. Jusque-là, le pouvoir sud-soudanais n'a pas communiqué sur ce qui est concrètement reproché à Riek Machar. Mais comme on l'a dit, Frédéric Azeglo, on sait que la tension entre les deux hommes, Salva Kiir et Riek Machar, est montée d'un cran ces derniers mois jusqu'à cette arrestation. On se rappelle le passé aussi de ce pays après son indépendance, je pense en 2011, qui a plongé dans une longue guerre civile. Est-ce que les vieux démons hantent toujours le Soudan du Sud? Oui, les vieux démons hantent toujours le Soudan du Sud. J'ai envie de dire que la paix au Soudan du Sud se fera sans Riek Machar et Salva Kiir. Parce que c'est des rivaux depuis le début. C'est des rivaux. Et donc, on fait une paix de 2 semaines, on fait une guerre de 2 ans. On fait une paix de 2 semaines, on fait une guerre de 2 ans. Mais quand vous regardez à l'intérieur, vous regardez au fond de la chose, c'est Riek Machar qui veut devenir président à la place de Salva Kiir. Salva Kiir aussi n'était pas là pour céder son fauteuil. Il a combattu aux côtés de John Garang, c'est ça? Oui. Oui, John Garang. Et John Garang était abattu, était tué dans un accident d'avion. Et Salva Kiir, alors vice-président, était devenu président. Et après, quand ils ont eu l'indépendance, il est devenu vice-président en 2011, je crois. Alors, si les deux personnes-là ne vont pas vouloir s'asseoir pour définir qui fait quoi, qui est quoi, et toutes les fois que Riek Machar va vouloir chercher la place de Salva Kiir, il y aura toujours Serge Sefoué. Maintenant, aujourd'hui que Riek Machar est arrêté, la suite va être amère. La suite va être amère parce que l'essentiel du pouvoir, quoi qu'on dise, est entre les mains du président, Salva Kiir. Alors, vivement que la paix vienne et qu'ils se comprennent là-bas au Soudan du Sud. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ces deux hommes, on va dire qu'ils sont irréconciliables? Parce qu'au-delà de tout, il y a aussi des relents ethniques. Il y a les Nuer contre... Enfin, l'autre ethnie m'échappe, mais il y a aussi des relents ethniques au conflit. Effectivement, lorsque j'ai suivi les dernières mises à jour de leur conflit, je suis un peu peiné de voir que le Soudan, que ce soit le Soudan en général et le Soudan du Sud, refusent toujours la paix. Chaque génération a une notion de guerre. Chaque génération a une notion de guerre civile, de conflits armés. C'est un peu triste pour cette nation de 11 millions d'habitants environ. C'est un peu compliqué de voir Salva Kiir qui tapisse dans l'ombre. C'est vrai, on est en train d'accuser avec une certaine charge le vice-président Riek Machar qui a été arrêté. Non seulement lui seul, sa femme Jenny Sophie a une destination inconnue. Ça ravive encore les crises antérieures. Et les crises sont perpétuelles dans ce coin du Soudan du Sud. Il a été accusé qu'il est en train d'alimenter un groupe de rebelles qui sont affiliés à sa personne. Et l'armée, là, on est en train de baptiser l'armée blanche. Que c'est lui qui est en train de financer, d'alimenter
et d'entretenir l'armée blanche là au nom du pays. Mais personne ne sait si il a été arrêté pour ses opinions politiques, ou bien il est dans le collimateur du pouvoir, ou bien il est visible, il est populaire pour être peut-être le successeur, le président potentiel qui va renverser demain après-demain Salva Kiir. Personne ne le sait. Nous savons que, vous le savez mieux que moi, que Salva Kiir c'est un dictateur aussi. Lui aussi, je ne le sais pas. C'est un dictateur. Il ne laisse pas la main libre à ses opposants. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas encore vraiment eu le temps de gouverner dès l'indépendance, guerre civile? Mais il a participé peut-être à la guerre civile. Le pays est né comme ça. Le Soudan du Sud est né comme ça. C'est un pays immensément aussi riche. Donc, il y a beaucoup de mains qui sont derrière des mains noires. Les Occidentaux sont là-bas, comme le cas de la RDC Congo. On vous dira que les Africains trouvent toujours des Occidentaux derrière tous les conflits. Nous sommes... Même si les gens vous donnent des armes, ce n'est pas eux qui appuient la gâchette. Oui, mais nous avons aussi un cerveau pour réfléchir. Vous savez, devant les billets de banque, on vous a travaillé, on déforme, voilà, on déforme vos cerveaux et on vous propose certaines choses, certaines richesses fictives, et à la place de ces richesses-là, on vous donne l'arme. Il faut refuser. Mais si vous n'êtes pas comme moi et Azeglo, ou bien un certain Samuel Niaoui, qui arrive à distinguer le vrai du faux. Je ne sais pas si je suis au pouvoir, ce que je ferai. Hein. Il paraît que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt. On sait que le pouvoir saoule. C'est vrai que le pouvoir saoule, mais c'est pas tout le monde que le pouvoir arrive à saouler. On sait que les professeurs étaient au pouvoir. Après, ils sont imbibés, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Et après, c'est le putsch qui les dépose. D'accord. Alors, parlant de ces deux hommes, je parlais de leur ethnie. Salva Kiir est Dinka et Riek Machar est Nuer. Donc, on a aussi des relents ethniques derrière ce conflit qu'il y a aujourd'hui. Vous l'avez dit, hein, que pour la paix au Soudan, il faut se débarrasser de ces deux hommes. Mais comment? Bon, est-ce qu'on va arriver à se débarrasser des hommes-là? Il y aura du chemin à faire, parce que Salva Kiir... Parce que tout le monde est intervenu. Je me rappelle même le pape qui les a reçus, qui leur a donné des baisers sur les pieds pour qu'ils aillent faire la paix. Mais manifestement, il n'y a pas de volonté de faire la paix. Salva Kiir et Riek Machar sont vieillissants. Riek Machar a 72 ans, Salva Kiir est plus vieux que Riek Machar. Et malade également. Et malade. Donc, il faut donner le temps au temps. Je pense que la nature fera son travail. Oui. Chaque fois que ces deux personnes seront là au pouvoir, c'est un peu comme Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Et donc, il n'y aura pas la paix. Donc, si Salva Kiir, Machar, ils ne veulent pas faire la paix, le temps fera la paix à leur place. Mais il n'y aura pas de paix possible, hein, selon moi. C'est sorti de signe. Tout peut arriver, hein. Mais par rapport à ce que nous voyons, ce que nous constatons aujourd'hui, il n'y aura pas de paix possible au Soudan du Sud avec Riek Machar et Salva Kiir. L'ONU craint un retour de la guerre civile. Effectivement, l'ONU craint un retour de la guerre civile, et c'est d'ailleurs le terme juridique, c'est l'escalade. L'escalade, parce que vous savez, en 2018, les deux protagonistes de la crise sud-soudanaise étaient arrivés au moins à paraffer quelque chose que nous appelons le processus de paix de 2018. Mais vu les dernières mises à jour, vu les derniers développements, vu les dernières arrestations, mais on est en train de faire l'escalade, et ça va provoquer, on connaît ce pays-là, ça va provoquer la guerre civile automatiquement. Si l'ONU, son mot d'ordre, c'est appeler les protagonistes, les belligérants au cessez-le-feu, à la paix, et l'ONU n'a pas de force contraignante jusqu'à présent, comme la SDN a été vouée à l'échec lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu compliqué pour cette grande institution incarnée par les grandes puissances. Même si quand on sait même que les États-Unis ne font pas partie de l'ONU,
ne font pas partie de la CPI, ne font pas partie de l'OMS. Mais ce qui est un peu marrant, c'est aux yeux de tous ces puissances-là qu'on est en train de tuer. On est en train de tuer les civils au Soudan. On est en train de tuer les militaires et les civils en RD Congo. L'ONU ne dit rien. C'est d'appeler les belligérants au cessez-le-feu, à la paix, à la réconciliation. Mais ça là, c'est des vains mots. C'est ronflant ces choses-là. On est fatigué de voir notre continent comme on est en train de jouer. On est en train de jouer avec la vie de notre continent. Mais ailleurs, on court de gauche à droite pour sauver Zelensky contre Trump. Toute l'Europe est mobilisée derrière ce petit Zelensky. C'est mon ami Zelensky. C'est un peu compliqué. Zelensky, de gauche à droite, il est accueilli comme un héros en Allemagne, en passant par la France. Et il y a un sommet aussi organisé pour la mémoire, entre guillemets, de Zelensky, pour au moins afin qu'il soit harangué par la foule. On ne comprend plus rien. Mais si c'est le cas des Africains, vous allez voir que peut-être il y a des délégations nocturnes qui viennent des palais pour encourager les mêmes crimes, les mêmes. C'est un peu compliqué. D'accord. Voilà ce qui se passe en Russie. Vladimir Poutine seul en train de faire la guerre contre l'OTAN, les Occidentaux et une partie de l'Asie. Voilà. Est-ce que en Afrique, qui a daigné de soulever son petit doigt pour dire maintenant ça suffit, nous allons vous appuyer avec cette force militaire qui va mettre. Macky Sall n'est pas chercher du blé, non? Macky Sall. Non, il était. Bon, on a évoqué son cas. Il sait que même le chemin un peu là-haut, le taux recèle sur lui. Donc il a cherché la tangente. D'accord. Est-ce que vous pensez que la mise aux arrêts de Riek Machar va affaiblir son mouvement politico-militaire? La mise aux arrêts de Riek Machar est très risquée. C'est très risqué. Parce que Riek Machar a une armée qui le soutient. Un vice-président. Oui, vice-président. Il est le numéro 2 du pays. Je dis Salva Kiir savait, n'allait pas faire ça. Peut-être il a emporté par la vieillesse Salva Mais il Kiir. savait, peut-être il a pris la mesure de la situation et il sait que peut-être Riek Machar est affaibli. Mais peut-être si on n'avait pas arrêté Riek Machar, ils pourront aller jusqu'à renverser Salva Kiir. C'est compliqué parce que quand quelqu'un prend les armes, tout de suite on sait de quoi il est capable. On sait jusqu'où il peut aller. C'est pourquoi, Dieu merci, dans nos pays, au Togo, les armes sont interdites. Interdites. On te trouve avec une arme, tu as un problème, tu as un conflit grave avec la loi. Et donc, quand quelqu'un prend les armes, il peut tout. Il peut tout, pas celui qui les fortifie, c'est son arme qui les fortifie. Donc, si on arrête Riek Machar et que ça peut affaiblir son armée, c'est bon. Mais ça, s'il n'y a pas aussi un blanc ou un riche, un puissant derrière Riek Machar, qui va dire allons recruter les enfants dans les jeunes, allons dans les banlieues, recrutons les gens, venons combattre, cela pourra être comme de l'huile qui soit versée encore sur le feu. Et son mouvement politique a annoncé la fin de l'accord de paix avec l'arrestation de son chef. Ça veut dire la guerre reprend de belle. S'ils disent que nous annonçons la fin d'un accord de paix, ça veut dire que la guerre, c'est la guerre qui reprend de très belle. Oui. Et ce sont les populations qui vont encore payer le lourd tribut. C'est ce que je venais de dire, qu'aucune génération n'a été vulgaire au Soudan par rapport aux conflits armés, par rapport à la guerre civile. Toutes les générations qui se sont succédées ont au moins une notion, une idée sur ce qu'on appelle la guerre civile. Parce que là, peut-être vous oubliez un peu ça. Que ce soit le Soudan du Sud ou bien le Soudan que ce soit la Centrafrique ou la RD Congo, les armes circulent là-bas. Il y a le port d'armes autorisé. Vous allez voir des petits même qui traînent des armes lourdes. Des armes lourdes qui dépassent même les armes des casques bleus. Ce qui fait que pour dissuader, pour ramener, pour demander le cessez-le-feu, c'est un peu difficile. C'est un peu compliqué pour les présidents qui se sont suicidés. Aujourd'hui, les deux rivaux, ils sont là.
Ils sont là, ils se guettent. L'un vérifie la force de l'autre. Est-ce qu'il est en train de réarmer plus que moi? Voilà ce qui se passe. Si Salva Kiir sait que voilà, il va l'attaquer, voilà, il va se baser sur ses connaissances extérieures pour au moins le dissuader. Raison pour laquelle rapidement les forces loyales étaient rapidement allées chez le vice-président Riek Machar et sa femme pour les arrêter. Et le match est joué. Maintenant la suite, c'est le lendemain. Le lendemain est incertain. Personne ne sait le poids, le mode de fonctionnement de Riek Machar aussi. Et sa femme, peut-être, il a aussi des enfants. L'homme de 60 et quelques temps, 72 ans, au moins s'il n'a pas s'amusé dans sa jeunesse, il doit en avoir des enfants. Au moins ces enfants aussi, même des petits-enfants, des enfants âgés. Au moins ces enfants aussi, ils ont des connaissances dans l'armée ou bien peut-être des militaires aussi. Donc, vous pensez que alors nous parlons, c'est un peu. Riek Machar a une capacité de nuisance. Ah oui, Toujours parce que c'est quelqu'un qui payait aussi les militaires. Ouais. Est-ce que derrière aussi ces deux hommes, vous ne pensez pas qu'il y a des mains noires? Forcément, puisque le Soudan du Sud est un territoire, c'est un pays avec ses très riche en pétrole. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est séparé du Soudan. Oui. Donc, sûrement, il y a des investisseurs, des grands groupes ou même des États entiers qui sont derrière eux. Ils disent, bon, quand tu prendras le pouvoir, voici ce que j'aurai. Quand tu prendras le pouvoir, voici ce que j'aurai. Donc, il y a forcément des mains. Puisque Riek Machar a trouvé l'argent pour acheter les armes. Salva Kiir, dans la guerre, il fait qu'un travail pour acheter les armes. Et donc, il y a des puissances qui sont derrière eux et qui les poussent à la guerre, malheureusement, pour notre Afrique encore. Voilà un nouveau conflit, mais on entend très peu l'Union africaine. Oh, l'Union africaine a des difficultés. L'Union africaine, est-ce qu'il y a encore cette union? Il faut se poser mille et une questions. Parce que si vous regardez un peu, vous faites des analyses très approfondies autour de nos institutions sous-régionales, vous verrez avec moi que ces institutions ont eu un coup de fouet, un coup de fouet très dur, ce qui fait que les présidents tiennent leur destin en main, chacun fait ce qu'il ne passe pas la tête. Vous voyez ce qui se passe en Inde et Congo. Est-ce que l'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine a dit? Rien. Vous voyez ce qui se passe au Darfour, au Soudan. Est-ce que l'Union africaine a dit quoi? Rien. Vous voyez ce qui se passe entre-temps avec le président tunisien qui est en train d'expulser les étrangers chez lui. Son nom m'échappe un peu. C'est un peu compliqué. L'Union africaine n'a jamais n'a rien dit de concret. Maintenant, ce qui se passe comme les dernières mises à jour, c'est-à-dire que le tunisien Kais Saïed. Kais Saïed, voilà merci beaucoup. Kais Saïed qui est en train d'expulser les Noirs chez lui. L'Union africaine n'a rien. C'est une organisation presque inutile. Et voilà que les dernières mises à jour, c'est-à-dire que la modification des constitutions, le toilettage des constitutions, ont sauté des verrous constitutionnels au vu et au sud de tout le monde. L'Union africaine ne dit rien. Et ce qui même a eu des conséquences désastreuses sur la CEDEAO, une institution sous-régionale que les gens quittent au jour au lendemain. Chacun prend la tangente. Voilà l'affaiblissement, la fébrilité de nos institutions. Donc, aujourd'hui, je peux dire que l'Union africaine, là, n'existe plus. Elle existe seulement en nom, mais en fond et aux formes. Et en forme, bon, je peux vous dire que c'est une structure vide et c'est une coquille vide. C'est pour ça que certains posent le sujet de sa refonte, la refonte totale de l'Union africaine. En tout cas, depuis l'arrestation de Riek Machar, quand on va à Juba, la capitale sud-soudanaise, c'est le calme. Est-ce que ça veut dire que la population ne s'intéresse pas trop à cela? Ils sont peut-être un peu trop fatigués aussi. La population ne s'intéresse pas à la guerre entre ces deux hommes-là. La population ne s'intéresse pas parce que même les populations africaines sont fatiguées des conflits. Effectivement, quand on va à Juba, les gens ne semblent pas s'intéresser à ça. Alors, et ça là va travailler contre Riek Machar.
parce que personne ne réclame sa libération, personne ne demande qu'il soit libéré, on ne sait pas où l'a amené, personne ne réclame rien. Ça veut dire que les populations sont fatiguées de ça. Ils n'ont besoin que de vivre leur vie de tous les jours. Si je veux revenir sur l'histoire de la situation de l'Union africaine, M. Agbesinou Marcel, vous êtes africain, je le suis, Samuel est africain. Alors, il faut que nous, Africains, nous puissions apporter de la pierre à l'édification de notre demeure commune. Il faut que les chefs d'État, les personnes qui sont très concernées, fassent quelque chose pour redonner vie à l'Union africaine. Ce n'est pas lorsqu'on parlera de l'Union européenne que tout le monde va trembler, on va parler des États-Unis, tout va trembler. Mais quand on parle de l'Union africaine, on dit que c'est une coquille vide. On peut faire quelque chose pour que l'Union africaine reprenne ait une force de manière à faire peur à quiconque. Et on peut faire quelque chose de façon à ce que la CEDEAO reprenne ses forces. Et que lorsqu'elle va reprendre la force, nous tous qui sommes dedans, nous allons respecter la structure afin que ne soit plus la risée du monde entier. Oui, mais qui peut faire quelque chose quand, par exemple, sur le continent, il y a des conflits le plus récent encore, c'est au niveau de la RDC, mais on ne sent pas cette Union africaine qui bouge. Il fallait le Qatar pour faire asseoir ces deux hommes-là, alors qu'on a une Union africaine qui pouvait intervenir. C'est ça encore le problème. Mais quand vous regardez un peu dedans, le Congo est une ancienne colonie de la Belgique. Et Paul Kagame a ses mentors aussi quelque part en Europe. Et c'est compliqué. Si vous voyez un peu le chemin, le tableau des choses qui se passent en Afrique, c'est qu'il y a des ficelles qui sont tirées depuis l'Occident, depuis des puissances. Alors, je vais dire quelque chose dont je ne suis pas sûr. Si c'est le Qatar qui est en train de traiter, gérer la paix entre le Congo démocratique et le Rwanda, c'est parce que c'est les deux mentors des belligérants qui l'auraient reçu. Le Qatar aurait reçu de ces deux mentors-là la capacité, le désir de faire ce travail-là. C'est très très compliqué chez nous en Afrique. Quand nous parlons du sud du Soudan, Riek Machar et Salva Kiir, ils ont des mentors. Les mentors ont des mentors, des alliés. Alors tout ce qui se répète en Afrique peut tout de suite devenir une guerre mondiale, une guerre, une grande guerre, si les mentors, les acteurs cachés sortent et prennent chacun des armes. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste? Que doit faire l'Afrique? Il faut que l'Afrique cesse de trouver un mentor, quelque part qui te donne une arme, viens tirer chez toi, viens chasser ton frère, viens faire ci, viens faire ça. Plus loin, nous avons parlé des Bassirou Diomaye Faye qui ont vu leur rapport financier certifié par quelqu'un au FMI, mais quelqu'un viendra faire un rapport un jour contre les Bassirou Diomaye Faye, lui aussi trouvera quelque part au même FMI qui certifiera un rapport contre eux. Il faut que l'Afrique confirme son indépendance sur tous les plans et agisse elle-même et non pas forcément de façon téléguidée par l'extérieur. D'accord. On termine maintenant avec le quatrième sujet. Nous allons parler du Togo. Au niveau du Togo, l'actualité est dominée donc par la politique, le sujet de la 5e République, au moment où le pouvoir s'est lancé dans une campagne intitulée « S'engager pour la 5e République Akara ». Il faut savoir qu'à Lomé, l'opposition est vent debout contre cette modification. L'opposition et la société civile ont mobilisé leurs militants. C'était le dimanche 23 mars dernier sur le terrain des cheminots. C'est à Hanoukope, un quartier populaire de Lomé. Et le mot d'ordre était tous contre la 5e République. Cette mobilisation, une première sous donc cette République, a vu la participation des principaux ténors de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, Maître Pévon, Brigitte Adjamagbo. Et chacun d'eux, ainsi que les leaders de la société civile, ont dénoncé la corruption, la monarchisation du pouvoir, la mise en place du régime parlementaire. Pendant ce temps, du côté du parti au pouvoir, c'était à Akara, le gouvernement a initié donc la campagne S'engager pour la 5e République, une campagne lancée par le ministre des Relations avec les institutions, Maître Pakoum Adjourouvi. Cette initiative qui vise à expliquer les avantages du régime parlementaire instauré le 6 mai 2024.
Marcel Agbessinou, quand on regarde ces deux activités, sensibilisation pour la 5e République d'un côté, contestation de la 5e République de l'autre, est-ce que nous vivons dans une république, j'ai envie de dire, où les deux lions regardent dans des directions opposées? Ce qui a encore ravivé l'attention à ces derniers temps au Togo, c'est qu'il y a un problème de 5e mandat qu'on est en train d'éviter pour ramener 5e République. Pour ramener la 5e République, ce n'est pas un problème en soi, mais la procédure est viciée, la procédure est bâclée. Régime parlementaire, oui, c'est une bonne chose, c'est un bon régime, c'est un système politique aussi qui a été pratiqué en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, c'est qui le pratique toujours. Hein? Qui le pratique toujours, c'est le prototype même des régimes parlementaires au monde, la Grande-Bretagne, en passant par l'Allemagne. L'Allemagne, sans oublier l'Italie, la Turquie la Turquie est dans un régime présidentiel. Non, pas la Turquie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon aussi. Et vous verrez aussi certains pays comme l'île Maurice. Voilà, eux aussi. On a le Canada. Il y a beaucoup de pays qui sont des régimes parlementaires. Mais c'est les pays développés qui le pratiquent. Parce que ça dégénère toujours à des crises politiques incessantes. De jour au lendemain, on renverse la motion de censure, on renverse le Premier ministre et après, on organise une élection anticipée. C'est le cas de la Grande-Bretagne que vous voyez chaque temps avec Boris Johnson était renversé, l'autre vient. Mais ça fait qu'il y a des... comment est-ce que je vais dire ça? Ça fait dépenser le pays, voilà, ça fait dépenser financièrement le pays, raison pour laquelle les pays occidentaux, ou bien certains pays occidentaux, ont l'habitude de le pratiquer parce qu'eux, ils n'ont pas, ils ne souffrent pas d'aucune difficulté pour l'organisation des élections répétitives, là, ils n'ont pas de difficulté à le faire. Mais en Afrique, et surtout le Togo, notre pays, qui sont difficilement 7 millions à 8 millions d'habitants à population, va organiser ce régime parlementaire où le président de la République règne, mais ne gouverne pas. C'est un régime à deux têtes. C'est la raison pour laquelle les juristes ont baptisé ce régime que c'est un régime bicamérisme, bicaméral ou bien bicamérisme et bicéphale. Donc, dans ce contexte, c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs dans ses mains vis-à-vis du président qui est dépourvu de rien. Mais aujourd'hui, si vous regardez de tout près, vous faites une analyse très approfondie et pragmatique et limpide, vous verrez que le régime de Lomé II, le régime Faure, c'est-à-dire le régime de Faure, le régime Faure a de difficultés. Le régime uni a de difficultés pour asseoir ce genre de régime. Raison pour laquelle il y a cette campagne qui se fait présentement à Kara au nord du pays. Si c'est un pari gagné, pourquoi se lancer à une campagne mornée? Normalement, pour passer d'un régime, autant pour moi, d'un régime à un autre, il faut questionner le peuple. C'est le peuple qui est le détenteur. Là, le détenteur, c'est le peuple qui est l'arbitre qui tranche à travers le référendum. C'est vrai, certains qui vont nous suivre, qui me suivent, ils diront que non, le jeune là, il ne maîtrise pas la constitution togolaise. C'est faux. La constitution togolaise, à son article 52, les députés sortants qui ont manigancé ces choses-là, ils n'ont pas cette qualité de passer d'un régime à un autre. Ce qui leur revenait de droit, c'est de modifier certains articles. C'est ce qu'ils ont dit, qu'ils ont juste modifié la modifier loi l'article, c'est bon, mais renverser, faire un coup d'état constitutionnel, c'est un peu compliqué. D'accord. Raison pour laquelle l'opposition est vent debout. On va revenir à cela. Je pose la même question. Est-ce que vous avez l'impression toujours d'avoir ces deux visions opposées
d'une même réalité? Oui, le président de la République aujourd'hui est un homme qui pratique la démocratie. La démocratie veut dire chacun dira ce qu'il pense. Et dans l'opposition, personne ne va l'empêcher de dire son opinion par rapport à la nouvelle donne. Mais personne n'est sans savoir que le peuple togolais s'est octroyé la 5e République dans les urnes. Dans les urnes, les opposants aujourd'hui. Dans les urnes? Dans les urnes. Dans les urnes, je vais expliquer. Je vais expliquer, Ouais. oui. Les opposants aujourd'hui, qui disent qu'ils sont vent debout contre la 5e République, ont aligné des candidats aux élections qui sont dans le processus d'amener le peuple vers la 5e République. Alors comment est-ce qu'on peut désirer une chose et son contraire? Ces mêmes opposants ont crié sur les antennes, sur les réseaux sociaux, qu'ils ont été trichés pendant les élections, pendant les dépouillements. Maintenant, vous déposez des candidats, vous allez des candidats à des élections. Les élections ont été faites, les résultats sont sortis, reconnus par la personne censée les reconnaître. Et après, vous revenez à charge pour dire, si par exemple l'opposition là avait eu des conseillers régionaux à suffisance, avait eu des députés à suffisance, il contesterait aujourd'hui la 5e République. Il ne contesterait pas. Alors, j'ai dit, chacun est libre de faire le combat comme il l'entend, de mener le combat sur la ligne qui, lui semble, mais il y a des logiques quand même à respecter. Alors, il faut que le Togo avance. Il faut que la barque, notre barque commune qui est le Togo, avance. Nous n'allons pas revenir dire non, ça n'a pas été bien fait, ça a été bien fait, on n'a pas respecté les principes, qu'est-ce que la Constitution a dit, qu'est-ce que la Constitution n'a pas dit. C'est du débat très en retard. Ce débat appartient à l'année passée, à 2024. C'est-à-dire, pour vous, toute contestation de l'opposition n'a aucune chance d'aboutir? Non, mais eux-mêmes le savent. Ils savent qu'ils sont en train de parler. Je l'avais déjà dit. Si vous devez contester, vous n'envoyez pas les candidats. Vous devez contester, vous n'envoyez pas les candidats. On sait votre position. Maintenant, il y a parmi eux... Oui, mais vous savez que les partis qui ont manifesté n'ont pas participé, par exemple, aux élections régionales, au sénatorial, ils n'ont pas participé. Les régionales ont eu lieu avant la modification de la Constitution. Ils sont allés au régional. Qui a eu lieu avant. Ils savent que les régionales sont juste une partie de l'acheminement vers la 5e République. Non, l'ancienne Constitution reconnaissait déjà les conseillers régionaux. Oui. L'ancienne constitution reconnaissait les conseils régionaux. Et qu'il fallait mettre en place un Sénat. Et n'était dit nulle part qu'on allait passer à une autre république après. Il n'en demeure pas moins que le processus qui a lancé de la 5e République, on a dit que ce sont les élections régionales qui sont venues parachever. Oui, le processus de décentralisation. Naturellement. Oui. Et donc... On n'a pas dit que ça a mené à la 5e République. Non, on avait dit, vous n'avez pas écouté. Non, on n'a pas dit. Moi, je suis au cœur du débat depuis très longtemps, donc si ça avait été dit, ça aurait titillé mon attention. Vous savez, oui. Je vais vous surprendre encore. Peut-être je vais vous donner les grandes lignes du régime parlementaire. Le régime parlementaire, vous le savez mieux peut-être que vous voulez certains aspects. Le régime parlementaire, c'est un régime dans lequel le Premier ministre, il a tous les pouvoirs. Et il y a un président de la République qui s'efface. Il règne. Ce que les juristes disent. Il règne, mais ne gouverne pas. Oui. Il y a une motion de censure. C'est-à-dire que le droit de dissolution et la motion de censure. La motion de censure, c'est quoi? C'est le gouvernement. Et c'est les députés. Les députés. Les parlementaires ont la motion de censure. Lorsque un Premier ministre, le Premier ministre là, que nous baptisons ici au Togo, à travers la 5e République, le président du Conseil, le PCM, le président du Conseil, lorsqu'il va se présenter devant les parlementaires avec son discours, programme ou bien politique générale, si ça n'acquiert pas
de l'option populaire des députés, les députés vont le censurer. Et le droit de dissolution, c'est l'arme pour répondre aux assauts des parlementaires. Donc, ça fait l'équilibre. Oui. Maintenant, si nous ramenons la situation dans le contexte actuel au Togo, vous verrez avec moi que le président de la République, ou bien le PCM, le président du Conseil, le futur PCM, qui serait président de la République, le président Faure Gnassingbé, que je respecte beaucoup, il a tous les pouvoirs, la nomination, la signature des conventions, les traités nationaux, il a tout. Le président de la République qui s'efface avec son mandat de 4 ans, alors que le mandat du PCM est illimité. Maintenant, on a dit dans la constitution de la 5e République que le président du Conseil, normalement, ailleurs, c'est un parlementaire qui doit être désigné. Mais chez nous ici, c'est un civil. C'est un député, c'est pas un député. Il n'a aucun mandat électif. Il n'a pas un mandat électif. Et c'est ce qui choque beaucoup de gens d'avoir un pays gouverné par quelqu'un qui n'a aucun mandat. Celui qui n'a pas de mandat, et d'ailleurs il a écourté son mandat, son mandat est en cours. Attendez, il n'a pas encore écouté parce que son mandat finit le 3 mai. Oui, donc, et celui qui n'a pas eu l'option populaire du peuple, il a la possibilité maintenant de dissoudre des élus. Et là où le bas blesse également est que ces élus parmi les sénateurs confondus, c'est-à-dire que les parlementaires et les sénateurs, leur regroupement, leur pont, c'est le Congrès. Lorsque les deux chambres se réunissent, on l'appelle le Congrès. Donc lui, le président du Conseil, il a la possibilité de dissoudre tout ça là. Alors que il a nommé certains d'entre eux. Celui que tu as nommé. Et est-ce que les sénateurs là, ils peuvent contrôler maintenant, ils peuvent dire quelque chose contre le président du conseil. Voilà, on a mis des salades, on a mis de oignons, on a mis de pain, on a mis de l'haricot, tout ça là. Ça fait que juridiquement, nous sommes là, nous sommes des éclaireurs. D'accord. Demain après demain, l'histoire retiendra que bon, ce que nous faisons aujourd'hui, ça peut nous rattraper. Moi, j'ai rien contre eux. La procédure est Frédéric Azeglo. Moi, je voudrais attirer votre attention, l'attention des téléspectateurs sur une chose. Je vais le dire, pas avec beaucoup de mots, mais je suis sincère là-dessus. Vous avez dit, les parlementaires, donc les députés, les conseillers régionaux, des maires, vont se réunir dans un closet qu'on va appeler le Congrès. Ça, c'est les parlementaires et les sénateurs. Les députés et les sénateurs, pardon. C'est le nom. Quand ils se réunissent, ils forment le Congrès. Ils font le Congrès. Et ils vont élire le président du Conseil. Non, le président de la République. Le président du Conseil, lui, il est juste désigné par son parti majoritaire. Pourquoi il est désigné? Bon, c'est à ça que je veux venir. Il est désigné, le président du Conseil est désigné par le parti majoritaire. Et vous dites que c'est quelqu'un qui n'a pas de mandat électif. Non. Il sort de nulle part. Non. Il n'en a pas. Il en a dans la mesure où il a été désigné par plusieurs dizaines de personnes qui sont des élus. Oui, il a nommé certains. N'empêche, c'est-à-dire, on a quelqu'un qui n'est à ce poste que parce qu'il est président d'un parti qui a gagné une élection, élection à laquelle il n'a pas été candidat. Donc, il n'a pas de mandat électif. C'est-à-dire, de toute façon, on peut le prendre dans tous les sens actuellement. C'est Faure Gnassingbé qui est président de UNI et ça le place d'office d'emblée en position de PCM. Donc, si demain, c'est moi qui suis président d'UNI et je me le souhaite, je serai président PCM, sans être un élu de la République. Et ça pose problème. Je ne sais pas pourquoi les juristes togolais ne se sont pas prononcés dessus, mais l'opposition dit il y a un problème là-bas. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais prononcer. Non, je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez dans la 4e République, quand le président de la République est élu au suffrage universel, il est devenu président de la République, il nomme un premier ministre. Oui. C'est ça, non? Oui. Alors, c'est avec l'onction populaire qu'il a acquise
de l'élection présidentielle qui lui donne force de nommer le Premier ministre. Oui. Et comme quoi le Premier ministre tire ses forces Oui, mais vous savez du que président de la République qu'il a nommé. vous savez que Revenons dans le système le africain. Premier ministre n'a aucun pouvoir de dissolution de quoi que ce soit. Jamais. Parce qu'il n'est pas un élu. Là, on parle d'élection. C'est l'élection qui confère les pouvoirs à quelqu'un. Et c'est le régime parlementaire, voilà quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Je vous comprends. Quelqu'un qui a tous Mais les je voudrais pouvoirs, mais que vous qui n'est regardiez pas la un chose- élu. Je voudrais que vous voyez la chose sur cet angle. Oui, nous le voyons. Des mais élus. C'est-à-dire, vous avez par exemple les députés. Moi, je Des- comprends oui, que ce sont oui. eux. Parce que ici, Oui. ils ne lisent pas le PCM. Oui. Le PCM est juste là, c'est ce que j'ai expliqué, parce qu'il dirige un parti. Je- Donc, n'importe qui à ce poste est PCM. C'est ce que je veux Son dire. malchance, Oui. c'est Je veux qu'il dire. dirige un parti. Je veux Alors, dire. ici, C'est et c'est l'argument qu'avance l'opposition, il a le pouvoir de dissolution des gens qui sont des élus de la République, alors que lui n'a aucun mandat électif. C'est-à-dire le peuple ne lui a rien conféré comme moi, je sais mandat. pas, c'est parce qu'on veut tirer qu'on dit ça. Puisque la chose est simple. Je suis le patron d'un parti qui est sur les 91, les combien les 100 quelque chose de- On en a 117, 117, non, 113, 113 donc députés. Unir en a 108. Donc, si j'ai 108 députés sur 113, mon parti, je suis à la tête d'un parti qui a 108 sur 113 députés. Et les 113 là me confèrent la puissance de gérer les affaires du pays. Et donc, si je dois dissoudre quoi que ce soit, cela dépendra des 113 là, des 113. Non, des vous 108, savez, pardon. vous Oui. savez, ce que vous dites là, Oui. je comprends votre logique. Oui. C'est comme si c'est une procuration que les 113 Mais lui ont c'est- donnée. je veux même pas- Mais c'est pas ça. J'ai pas voulu donner- Ce n'est donner pas une le mot. procuration. Mais comme vous Ce l'avez- n'est pas une mais- procuration. mais c'est une procuration. En matière de régime parlementaire, son fonctionnement, que ce soit chez notre créateur, c'est comme ça fonctionne. Monsieur C'est-à-dire que ça Agostino. fonctionne, voilà, ça fonctionne tel que je viens d'évoquer si haut. Que le président de la République, il doit être député. Le PCM, PCM, oui. autant pour moi, il doit être député. Mm. Et c'est père qui le désigne à la majorité. Maintenant, il a l'option de venir, doit présenter son discours programme devant les parlementaires. Si ça n'acquiert pas de l'option populaire des parlementaires, il est censuré. Mais pour faute d'équilibre des pouvoirs, les députés aussi ont peur. Si vous me censurez, je vais vous dissoudre. Oui. Donc ça fait que chacun se regarde. Équilibre de la terre. Il y a équilibre de la terrain. Mais chez nous ici, c'est un parti. Malheureusement pour notre président de la République, aujourd'hui, le président Faure, son mandat termine Le 3 mai. le 3 mai et le 6 mai, il devient le PCM. Son malheur qu'il est président de UNI. C'est lui le chef suprême. C'est son malheur. Oui, c'est son malheur. C'est pourquoi on va le désigner d'office PCM. Ouais, et ça, les gens disent. Et après, il va dissoudre toutes les Parce que institutions. quand vous prenez les autres régimes parlementaires, ceux qui incarnent le pouvoir sont des élus d'abord, avant d'être à ce poste-là. Donc on sait qu'il tient un mandat, même si c'est, j'ai envie de dire, sa légitimité est parcellaire, il tient quand même un mandat du peuple. En tout cas, c'est sur ce point, l'opposition conteste. Et sur l'autre point aussi, l'opposition estime que, en passant à cette 5e République, le président Faure Gnassingbé s'octroie une gouvernance à vie. Non, moi je trouve. C'est vrai qu'au niveau du pouvoir, on a vu des cadres sortir pour dire oui, la 5e République acte l'alternance, etc. Mais ça, quand vous le dites à un sourd, ses oreilles vont s'ouvrir. Donc, qu'on ne nous prenne pas aussi pour des attardés, nous comprenons les enjeux Oui, politiques. mais- Et donc, l'opposition dit aujourd'hui, Faure Gnassingbé s'est octroyé un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense le contraire. On demande à chaque politicien d'aller travailler. Politiciens, sortez de chez vous, allez travailler, parlez au peuple, donnez votre argument, ramenez-les. Dans 6 ans, il y aura des élections législatives et des élections régionales. Alors, travaillez de façon à avoir la majorité au prochain Parlement et vous, votre parti, lorsque votre parti ou le regroupement de votre regroupement de partis sera très majoritaire à l'Assemblée nationale, ben, vous deviendrez forcément d'emblée le président du Conseil. Mais ce que vous soulevez, c'est pertinent, Oui. c'est Ils n'ont qu'à aller travailler. soutenant, mais ce que vous oubliez que l'opposition n'a qu'à aller sur le terrain. C'est votre souhait. Ils n'ont qu'à aller travailler. C'est votre souhait le plus ardent. Elle n'a qu'à aller sur le terrain travailler. Mais ce terrain est muselé.
Qui a muselé le terrain? Le terrain là, on ne leur donne pas les coups de franche pour aller travailler. Qui a muselé le terrain? Même les conférences de presse ici au Togo sont contrôlées et sont saccagées et sont dispersées. Le pouvoir ne s'acquiert que par les urnes. D'accord, on va venir aux activités que nous évoquons. Donc j'ai parlé aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de l'opposition, mais parlons aussi du ministre Pakoum Adjourouvi, qui était dans le Nord, et les arguments que le ministre avance, c'est Marcel Agbessinou, il dit que la réforme qui a été faite, la réforme de la Constitution, c'est comme ça, eux ils l'appellent, réforme de la Constitution, que c'est une réforme qui prévoit un équilibre des pouvoirs, et c'est ce que vous disiez tantôt, une meilleure gouvernance et une transparence accrue. Moi, je me rappelle, lorsque on avait modifié la Constitution de la 4e République, je pense que c'était en 2019, si j'ai bonne mémoire, je recevais le ministre Bawara, et il disait presque la même chose, en disant qu'on a maintenant une Constitution renforcée, que le Parlement ne peut plus modifier les articles importants, et patatras, tout est modifié, et on nous sert le même argument. Moi, je vais prendre un angle. Je vais m'appesantir sur un angle de la déclaration des propos de notre ministre, cher ministre d'ailleurs, Pakoum Adjourouvi, que j'apprécie beaucoup. Mais certes, ce qu'il a dit, que ça va permettre l'équilibre des pouvoirs, oui, que c'est comme si eux-mêmes ils ont jeté de discrédit sur l'ancienne gouvernance. Ce qu'eux-mêmes ils ont fait depuis 20 ans jusqu'à maintenant, si je prends UNI, si je prends le cas du UNI, 20 ans jusqu'à maintenant, 2005 à 2025, ça fait banalement 20 ans. Donc c'est comme si c'est bâclé. Si j'en tiens au propos du ministre, c'est comme si c'est bâclé, ce qu'il n'y avait pas d'équilibre de pouvoir, il n'y avait pas de respect des droits de l'homme. Il n'y avait pas. Bon, Donc, il n'a pas parlé de droits de l'homme, mais équilibre des pouvoirs, meilleure gouvernance, transparence accrue. Meilleure gouvernance, c'est comme il n'y en avait pas de meilleure gouvernance. Il y avait une bonne gouvernance. Donc, il dit qu'on améliore. Il y a une volonté d'amélioration, de faire de mieux du côté du pouvoir. Ce que je voudrais vous dire est que je vais citer Pascal Adoko, paix à son âme. Il a dit quelque chose à la sortie de allez-y rapidement. CPC, que c'est difficile d'entendre que une seule personne, ou bien quelqu'un qui a fait longtemps au pouvoir, et aujourd'hui il est en train de faire la transition avec lui-même. On ne fait pas la transition avec soi. D'accord. On fait la transition avec quelqu'un. On sort et l'équipe là, nouvelle équipe vient. Ouais, d'accord. Rapidement, Frédéric Azeglo, en 2 mots, on a donc des positions tranchées. Le pouvoir estime que bon, maintenant on tient le bon bout. L'opposition dit non, on n'y est pas encore. Comment réconcilier tout cela? Oui, il faut toujours aller à la table de négociation. Ce que veut l'opposition, elle le veut pour le peuple. Oui. Ce que veut le pouvoir, il le veut pour le peuple. Alors moi, je demanderais à ce que les personnes les plus indiquées s'asseyent autour d'une même table et que de chaque côté de l'eau soit versée, soit mis dans les vins pour servir un bon vin au peuple togolais. Pour qu'on ne se saoule pas. Frédéric Azeglo, merci d'être passé dans cette émission. Moi, je vais conclure. Rapidement. Ce que je vais dire, vous allez voir, la sous-région est parsemée par des crises ça et là, les affaires de terrorisme, etc. Mais pour au moins, nous, on parle de la cohésion nationale. Pour que les citoyens, pour que les citoyens soient leur main leur main dans la pâte, filer les informations aux forces de l'ordre, filer les informations, dénoncer ces gens de terrorisme. Il faut collaborer avec ce peuple. Il ne veut pas mettre ce peuple à dos. D'accord, c'est compris. Il ne veut pas mettre ce peuple Marcel à dos. Agbessinou, merci à vous aussi d'être passé. C'est un plaisir réel. Et merci à vous tous d'être restés en notre compagnie. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à la famille de Pascal Adoko. Et à samedi prochain. Merci.